juste fait une observation très approximative, notamment par la forme des nuages et la couleur du ciel. Donc il la subissait plus qu'il ne l'anticipait. Une période aujourd'hui révolue grâce à l'installation d'une multitude de capteurs regroupés dans ce que l'on appelle une station météo. Donc c'est là où je vais vous faire intervenir Jérôme et Laurent à tour de rôle. Pouvez-vous nous dire en quoi ressemble plus précisément une station météo ? On va commencer par Jérôme. Eh bien, vous en avez une ici. Vous avez ici une station météo typiquement qui est utilisée par le réseau Infoclimat ou en tout cas par les passionnés de météo parce que c'est une station météo qui a un rapport qualité-prix assez intéressant. C'est une station météo qui, on va dire, si on arrondit pour 1 000 €, s'installe dans votre jardin. Donc une station météo, pour définir une station météo, même si je pense qu'on connaît tous ayant l'usage pour la plupart ici, une station météo, ça mesure différents paramètres météorologiques au sol, à savoir la température, l'humidité, la direction, la vitesse du vent, la pluviométrie, l'intensité des pluies, la pression atmosphérique. Et ensuite, si on veut faire évoluer sa station météo, d'autres capteurs peuvent se greffer à cette station météo. On peut prendre l'exemple du pyranomètre, on l'a vu dans une des questions précédemment, qui mesure le rayonnement solaire, des sondes du sol, humidité du sol, température du sol. Dans l'agriculture, ça peut être l'humidité du feuillage, par exemple. Donc une station météo, en fait, c'est un instrument qui permet de mesurer tout un tas de paramètres, soit météorologiques, soit environnementaux, de les stocker, de les transmettre ensuite et de s'en servir pour différentes activités. En météo, je crois que c'est la passion de la mesure, de la comparaison par rapport aux autres stations météo, des records, etc. Laurent pourra en parler. Oui, donc Jérôme en a beaucoup dit. Ces stations, donc, ce sont des stations. Parlez bien fort, bien proche du micro. Des stations professionnelles ou semi-professionnelles. Ce qui est important dans une station météo et pour en faire la mesure, il y a 2 critères qui sont importants. C'est la précision et la fiabilité de la station en elle-même. Ça, c'est le premier critère, c'est-à-dire qu'avoir une station, c'est avoir une station dont on est sûr que la mesure, il y a un niveau de précision, il y a une exigence dans la précision de la mesure, et ensuite dans la fiabilité, parce qu'évidemment, la station, il faut qu'elle tienne dans le temps, il faut pas qu'il y ait de dérive des capteurs dans le temps. Donc voilà, ça c'est le premier paramètre. Et ensuite, quand on a une bonne station, pour faire une bonne observation, il faut aussi qu'elle soit installée dans des bonnes conditions. Évidemment, si vous installez une station trop près d'un mur ou sous un arbre, vous allez avoir un effet de réverbération de la chaleur, par exemple, ou vous allez avoir des précipitations qui ne voudront rien dire parce que c'est sous un arbre, voilà, ou trop près d'un arbre. Donc il faut qu'elle soit à côté de l'exigence sur la fiabilité et la précision. Il faut qu'il y ait aussi une exigence sur la qualité d'installation. Donc plus une installation sera, plus une station, disons, sera installée dans un endroit dégagé, meilleure sera la qualité de l'observation. Juste pour me faire une ordre d'idée, combien parmi vous ont une station météo chez eux ? Ah oui, très bien. Je serais ravie qu'à la fin de ce débat, vous puissiez justement nous faire partager vos expériences, si vous êtes satisfait justement des stations météo en termes de qualité de données qu'elles puissent vous apporter. Donc vous l'avez dit, l'installation est vraiment donc très importante, mais ensuite, une fois que l'on a toutes ces données, une fois qu'on les a collectées, qu'est-ce qu'on en fait ? Et surtout, où est-ce qu'elles vont ? Et pour qui ? Comme dirait Cicéron, à qui profite le crime ? Cui bono, je vous écoute. Laurent. Alors, en fait, donc ces stations, donc pour ce qui nous concerne, par exemple, elles sont toutes reliées donc sur le site Infoclimat, mais Jérôme a exactement la même chose sur Météo Bretagne. Et en fait, ces données, elles peuvent être partagées avec n'importe qui, pour peu que la personne qui en est propriétaire veuille bien le faire. Et ça aussi, c'est une autre caractéristique, une autre démarche de la météo, c'est que plus on aura d'informations partagées, la météo, ça repose sur du partage. Plus on aura de l'information partagée, plus il y en aura, à condition qu'elle soit de bonne qualité, et meilleur on arrivera à faire, par exemple, de la prévision derrière ou autre. Donc, par exemple, voilà, ces données vont venir sur le site d'Infoclimat, mais comme je disais, Jérôme, il a la même chose sur Météo Bretagne. Météo Bretagne, il change des données aussi avec Infoclimat. Et ensuite, donc, ces données,
Donc, elles sont destinées à informer sur le temps réel, le grand public, tout le monde. Tout le monde peut trouver l'information sur le temps qu'il fait à l'instant T. Mais aussi, elles vont aussi servir en les agrégeant sur du long terme, donc à pouvoir faire de la climatologie, à définir une caractéristique climatologique d'une région, de l'endroit où elles sont installées. Jérôme, vous voulez compléter Oui, je peux que confirmer ce qu'a dit Laurent. Je rajouterais ce qui est important en plus de la qualité de la donnée, effectivement, c'est une installation appropriée dans les normes, une remontée des données complète aussi. C'est le problème de communication, donc il faut que la station météo elle soit connectée à Internet, par exemple. C'est pas toujours facile. Et ensuite, remonter sur Internet, mais tout le temps. Parce que si on veut construire une climatologie de toute l'année, et notamment créer des normes climatiques sur 30 ans, il faut qu'on ait toute la panoplie de données du début à la fin. Et je pense que c'est une des difficultés qu'on peut avoir, notamment chez les passionnés, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une coupure d'électricité, d'un problème de connexion Internet. Donc il y a toujours des solutions. Ces stations météo, par exemple, ont un enregistreur de données. Donc localement, elles stockent déjà les données. Le tout, c'est d'envoyer les données après coup, par exemple, et avoir une série de données, une série temporelle totalement complète. Mais Climat le fait très bien, chez nous aussi, chez Météo Bretagne. Et après, l'important, c'est vrai que c'est l'échange de données, le partage de données. Plus on a un réseau sur la France qui est dense, qui est complet, plus on pourra en tirer des enseignements, et notamment en période de réchauffement climatique. C'est important. Et alors justement, avant de changer d'échelle, parce que là c'est vraiment une échelle donc très locale, avec un périmètre bien défini, donc on est vraiment dans de l'affinage, alors que tout ce qui est imagerie satellite, c'est plus pour quelque chose donc de très global, mais aussi très précis. Ma question c'est, est-ce qu'il peut arriver que les capteurs n'aient pas forcément des données précises, qu'il puisse y avoir des deltas, des marges d'erreur, et si oui, comment nous, amateurs, nous pouvons d'une part les connaître, les comprendre et surtout les rectifier pour que en fait, la climatologie ne soit pas biaisée dans sa durée. Alors, il y a plusieurs façons effectivement de voir. La station, je le disais tout à l'heure, il faut une station qui soit fiable, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps. Mais en même temps, la station, elle ne va pas être éternelle non plus. Au bout d'un moment, elle va finir par avoir des défaillances, donc il va falloir la changer. L'idée, c'est de ne pas en changer tous les ans, évidemment. Donc, effectivement, un paramètre météo peut commencer à varier. On va s'en apercevoir peut-être pas forcément la première fois, sauf s'il y a vraiment une variation, s'il y a un écart très important. Mais on va s'en apercevoir dans le temps parce qu'on va bien voir que par rapport aux stations alentours, ce paramètre-là n'est pas cohérent avec l'évolution du même paramètre sur les stations environnantes. Donc ça c'est la première. C'est souvent de cette façon-là qu'on s'aperçoit le plus rapidement d'une défaillance d'un paramètre. Et oui, vous voulez répondre, Denis ? Non, ce qui est très important, et ils l'ont déjà dit, c'est en fait l'aspect étalonnage. Il faut être certain que tous les senseurs qu'on utilise sont bien calibrés et dans la continuité. Et il faut le faire le plus souvent possible pour que cette continuité y soit, quoi. Voilà. Donc, et les satellites ont l'avantage d'avoir des appareils de calibration à bord. L'étalonnage est fait à bord ou en utilisant le soleil, ou bien, par exemple, dans l'infrarouge, on a à bord des corps noirs qui sont très stables, contrôlés thermiquement pour qu'ils soient très stables et qualifiés pour cela, pour que ça dure. Donc la continuité, c'est très important, comme ils l'ont déjà dit. Denis, je pense que, en tout cas, moi je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un corps noir ? Alors, un corps noir, c'est tout simplement un corps qui absorbe toutes les lumières et qui ne réfléchit rien. Nous voyons, je vous vois tout simplement parce que vous réfléchissez de la lumière. Un corps noir, vous me voyez, donc je ne suis pas un corps noir. Ok ? Juste pour le dire, parce que c'est une question thermique aussi.
nous avons la même température, 37 degrés pour plus ou moins quelque chose. Mais dans l'infrarouge, nous sommes exactement pareils. Par contre, dans le visible, parce que c'est le soleil, c'est un spectre solaire qui fait qu'on se voit d'une couleur différente, parce que tout simplement, la peau est un filtre qui nous montre telle couleur ou telle autre. Voilà. Alors, justement, ce qui est formidable avec vous, Denis, c'est que vous avez l'art d'anticiper mes questions. Donc je rappelle que vous êtes donc responsable de tout ce qui est charge utile pour le MGT, donc qui est le satellite 3e génération. Donc son lancement, il est imminent, c'est une question de mois, c'est prévu pour la fin d'année. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment en même pas l'espace de 30-40 années, toutes les innovations technologiques qu'on a pu apporter. Et justement, il me semble de mémoire que la toute première imagerie satellite date de 1977, c'est bien ça ? Météosat, Oui, le premier Météosat. Tout à fait. Et donc depuis, j'imagine qu'il y a eu des flambées technologiques. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ce satellite-là qui va être envoyé de manière imminente, quelles ont été les innovations apportées ? Quel est le petit truc en plus qui fait qu'on va l'envoyer dans l'espace et du coup, mettre les autres dans le cimetière des satellites. Ouais. En fait, ça a commencé dans les années 70 avec le premier Météosat. Et ensuite, autour de 94, moi-même, j'ai commencé avec Météosat seconde génération, qui est un satellite spiné parce qu'il tourne autour de lui-même et puis il prend les images à chaque fois que la Terre passe devant. Et donc, depuis, on l'a lancé en fait, Météosat seconde génération, en 2002. Il y en a eu jusqu'à 4 de ces satellites-là. Le premier, en 2002, est toujours vivant. Il était prévu avec une durée de vie de 7 ans. Mais nous avons fait un design superbe, certainement, parce qu'il fait 20 ans maintenant. En août, il fera 20 ans. Donc ça, c'est le Météosat seconde génération, numéro 1. Mais il y a 2, 3 et 4. Et donc, ils sont toujours là-haut et ils sont en fonctionnement. Et c'est toutes les images que vous voyez à la télévision concernant l'imagerie météo, ça vient de Météosat et de temps en temps de Métop. Donc là, Météosat 3e génération, nous l'avons commencé il y a presque 16 ans. Les phases préliminaires. Et puis ensuite, là maintenant, depuis une dizaine d'années, nous les avons développés. Là, nous les avons testés sous vide, thermique, etc., mécanique. Et ils sont prêts. Les derniers essais sont en cours. Et nous allons lancer d'ici la fin de l'année. Alors, les améliorations qui ont été faites, c'est les suivantes. Par exemple, quand on a commencé avec la première génération, il y avait seulement 3 canaux. Les canaux, c'est des filtres, tout simplement, c'est des filtres. Et la deuxième génération, nous avons 12 canaux. Donc, quand même, c'est une amélioration facteur 4. Et ces filtres, c'est important de le dire rapidement, chaque filtre, en fait, joue un rôle. C'est un filtre dans votre caméra pour prendre des photos. Si vous mettez des filtres, ça a un rôle. Ça joue un rôle. Donc, par exemple, dans le visible, c'est la plupart du temps pour faire les images qu'on voit avec les nuages qui se déplacent. Mais dès qu'on rentre dans l'infrarouge, on fait beaucoup plus de détails. Par exemple, la vapeur d'eau, on la détecte entre 220 jusqu'à 280 Kelvin. Et là, en fonction de la température dégagé souvent grâce au CO2, hein, le CO2 qui vibre, qui oscille, fait qu'on arrive avec des fonctions de pondération à désigner à quelle épaisseur de l'atmosphère et à quelle température sera cette couche atmosphérique, et aussi la température au niveau de la mer, surface, hein, au niveau de la surface de la mer, la température au niveau de la terre, le sol, quoi. Et avec ça, on compose tout ça pour faire la météorologie, y compris le déplacement de la vapeur d'eau. Et là, on appelle ça tout simplement les vecteurs vent qu'on exploite
pour pouvoir savoir où cette vapeur d'eau va. Donc ces filtres sont très importants et ils sont conçus exactement pour des buts scientifiques très précis. Et une des choses qu'on a améliorées de la 2e génération à la 3e génération, c'est vraiment augmenter la quantité des filtres. Donc de 12, on est passé à 16. Et en fonction des applications, on peut aller même jusqu'à 21. Et donc, grâce à ces filtres, on va améliorer. J'avais fait un calcul rapide l'autre jour. D'un facteur 3 à 4, on va améliorer la précision des données qu'on va récolter. Et aussi spatialement, en termes de résolution spatiale, on a amélioré. Oui, donc voilà. en fait, ça affine la pixelisation. Exactement, ça affine de plus en plus. Et par exemple, quelque chose qu'on aurait observé en 3 jours, avec la précision, disons, de 70% de probabilité de succès, eh ben, on peut le faire pour 5 jours maintenant. Donc oui. c'est quand même une avancée. C'est vraiment une avancée prodigieuse. Je voulais rebondir justement sur les océans, parce que ce qui est formidable, en complémentarité entre les stations météo qui sont donc très locales, forcément elles sont sur Terre. Avant, donc pour sonder la météo dans les océans, on faisait appel à des ballons. Aujourd'hui, les ballons sont presque quasi inexistants, puisque maintenant c'est l'observation satellitaire qui a progressivement donc remplacé, donc, notamment par cette précision, par cette imagerie. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, Pascal, c'est est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui d'anticiper les phénomènes météorologiques, notamment je fais référence à la dilatation des océans avec le réchauffement climatique, donc avec toute cette vapeur d'eau qui se dégage, est-ce qu'on a aujourd'hui le pouvoir d'anticiper des phénomènes climatiques dangereux comme les ouragans ou comme les typhons ou comme les tempêtes? Oui, tout à fait, on a vraiment beaucoup progressé dans ce domaine-là, en particulier grâce aux satellites, en effet. Alors on dispose de 2 types de satellites. On dispose de 2 types de satellites. On a les satellites qu'on appelle les satellites défilants, qui sont en orbite basse et qui passent au-dessus des pôles et qui parcourent donc la surface de la Terre en quelques jours. Et puis nous avons les satellites qui sont en orbite géostationnaire et qui sont donc fixes par rapport à la Terre. Donc ils tournent avec la Terre en fait, et donc ils restent fixes par rapport à la Terre. Et donc nos satellites Météosat sont typiquement situés au-dessus de l'Europe et de l'Afrique. Et donc, grâce à ces 2 combinaisons de satellites, ils se complètent vraiment. Parce que le satellite défilant va vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe. Et le satellite en orbite géostationnaire, il va avoir une vision au-dessus de l'Europe en permanence. Et donc, tout ce qui est phénomène avec une évolution très rapide, c'est très intéressant de les regarder avec les satellites géostationnaires parce qu'on peut vraiment, en scannant tous les quarts d'heure, voir vraiment l'évolution de ces phénomènes rapides. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux pour le suivi des tempêtes. Après, sur les phénomènes un petit peu plus, je dirais un peu plus globaux, alors effectivement, vous avez cité les cyclones. Effectivement, là, on va avoir aussi d'autres types de capteurs qui peuvent être intéressants, en plus des capteurs strictement météo. Nous avons aussi la possibilité de suivre l'état de surface des océans. Depuis l'orbite basse, et donc en allant partout sur les océans, on peut voir effectivement, alors en mesurant plusieurs paramètres, la température de surface des océans, également le niveau des océans qu'on est capable de mesurer au centimètre près grâce aux satellites d'altimétrie qui sont pourtant situés à plus de 1000 km d'altitude, donc c'est une sacrée performance en termes d'instrumentation et de calcul derrière, de traitement des données. Eh bien, on va pouvoir donc, grâce à ces capteurs, voir aussi là où il y a des anomalies thermiques fortes au niveau des océans. Et on sait qu'effectivement, quand la température des océans est élevée vers les 26 degrés, voire plus, eh bien là, on a de forts risques d'avoir l'émergence d'un cyclone par la remontée de ces vapeurs d'eau, effectivement, que vous mentionnez, et avec les forces de rotation de la Terre qui génèrent des cyclones. Donc là, on a vraiment toute une batterie de capteurs qui nous permettent de vraiment progresser dans ce domaine. Jérôme, Laurent, est-ce que vous souhaitez réagir? Non? Non, très bien. Moi, j'ai une autre question, c'est concernant Donc, j'ai compris que les satellites avaient une durée de vie, donc approximativement de 20 ans. Donc, ça laisse 20 ans pour trouver encore une amélioration prodigieuse. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces satellites qui sont vintage, dépassés? Que deviennent-ils?
Alors effectivement, on renouvelle les satellites régulièrement. Hein. C'est le cas en particulier dans le domaine de la météorologie ou de l'étude du climat, puisqu'il faut avoir des séries continues de données. Donc les programmes météo, ça dure de 30 ans. Hein. C'est des filières de satellites qui durent très longtemps. Alors se pose effectivement la question de ce qu'on fait de ces satellites, et de manière générale de tous les satellites, hein, quand ils arrivent en fin de vie. Alors il n'y a pas de réglementation contraignante au niveau international. Par contre, il est quand même fortement recommandé de faire en sorte qu'un satellite rentre dans l'atmosphère, quand ils sont en orbite basse, rentre dans l'atmosphère en 25 ans. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, quand le satellite arrive à la fin de sa mission, il faut prévoir suffisamment de carburant à bord du satellite pour le redescendre et faire en sorte qu'avec les frottements de l'atmosphère, il brûle dans l'atmosphère en 25 ans. Alors sur les orbites géostationnaires, l'histoire est différente, puisque là ils sont à 36 000 km, il n'y a plus d'atmosphère, ils ne peuvent pas rentrer par frottement, et donc là on va les remonter au contraire dans ce qu'on appelle une orbite cimetière, que vous évoquiez tout à l'heure. Et en France, on a quand même une loi qui s'appelle la loi relative aux opérations spatiales. Donc c'est une loi qui va effectivement s'assurer que les satellites que l'on envoie sont respectueux de l'environnement, des personnes, des biens et des personnes, hein, qui ne présentent pas de danger pour les personnes. Et donc on a cette règle de retour en 25 ans est inscrite dans la loi. Donc on se préoccupe vraiment. Et donc chaque opérateur qui veut lancer un satellite, un opérateur français ou qui veut lancer depuis le sol français, doit se soumettre à cette loi. Hein, et donc il y a des autorisations qui sont délivrées par le ministre en charge de l'espace. Donc de plus en plus, cette question devient... on est de plus en plus sensibilisé à cette question, notamment avec l'avènement des méga-constellations, hein, qui sont des constellations où là, il ne s'agit pas de dizaines, quelques dizaines de satellites météo, mais on parle de plusieurs milliers de satellites. Et donc là, effectivement, alors la plupart sont lancés en orbite assez basse, ce qui fait qu'effectivement, ils vont respecter cette règle des 25 ans. Mais c'est un sujet, hein, c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, la moindre collision en orbite génère pour le coup des milliers de débris qui ne sont pas contrôlés. Et donc là, c'est un vrai sujet. Donc on a de plus en plus, hein, cette réflexion est en cours. D'ailleurs, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est un des sujets que la France met sur la table du Conseil européen en disant il faut vraiment qu'on aille vers quelque chose qui nous permette de mieux gérer ces constellations de satellites, de mieux voir comment on les manœuvre en cas pour éviter des collisions. Voilà, donc il y a toute cette réflexion qui s'accélère en fait. Oui, qui concerne en fait la responsabilité de tous les organismes en fait. Pour avoir un ordre d'idée, l'orbite basse, elle se situe à combien d'altitude? On est dans les 700 km. Ouais, 700. Alors après, quand il y a l'orbite très basse aussi, hein, les satellites peuvent être plus bas. Les Starlink sont, je pense, vers 400 km, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs altitudes, hein, il y a entre 400 et 600 km. Les satellites de météorologie spécifique, comme METOP, sont à 830 km. C'est pareil que les satellites de Copernicus, au même niveau. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. Sur la loi française, en fait, elle est devenue la loi européenne déjà. On l'applique depuis très longtemps, quoi, oui, au niveau de l'ESA. Oui, parce que la France fait partie de l'Agence spatiale européenne, une même partie dominante. Donc cette loi a été appliquée immédiatement dès qu'elle est sortie. Et chaque fois, par exemple, par rapport quand on fait déjà le concept d'un satellite, on en tient compte qu'on doit avoir assez de fuel pour le désorbiter en cas de désorbitation. Mais en même temps, en ce qui concerne les satellites qu'on renvoie au sol, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais un satellite qui est par exemple à 800 km, c'est quelque chose qui se déplace à 7 km par seconde. Donc si vous l'envoyez dans l'atmosphère, la vitesse est tellement grande que les frictions avec l'atmosphère génèrent une température tellement élevée que c'est une sublimation, quoi. Donc peut-être qu'il y a des petits morceaux qui peuvent passer, mais c'est rare. Voilà, donc c'était juste pour confirmer que ces lois-là sont très bien appliquées. Voilà. Très bien. Donc nous avions vu à l'échelle des stations météo comment étaient traitées les données.
J'ai envie de vous poser exactement la même question parce que l'imagerie, donc c'est très bien, c'est formidable. Donc, on a vu les progrès en termes de pixelisation. Ça se fait surtout donc par infrarouge, donc par rapport à la température. Moi, ce que j'aimerais, c'est une fois qu'on a là encore récolté toutes ces données, une fois qu'on a récolté toutes ces nuances de gris, donc qui sont vraiment affinées par ces pixels, comment on peut les interpréter et qui d'ailleurs les interprète? Oui. Question pertinente, bien sûr. D'ailleurs, c'est un gros problème qui s'est posé il n'y a pas longtemps quand les données de Copernicus ont commencé à venir, parce que ça fait du big data, mais du big data énorme. Donc, aucun pays qui est capable en fait de gérer ça. Donc, on a trouvé des astuces. Une façon de faire, c'est mettre toutes ces données-là dans un cloud. Donc il y a des facilités, des contrats ont été créés, des entreprises ont été créées pour que ces données-là soient stockées dans des clouds. Et derrière ça, il y a de l'intelligence artificielle qui a été mise en place, de telle sorte que ces images sont traitées quand vous voulez, par exemple, pour une application bien ficelée, et que vous voudrez, par exemple, regarder comment la vigne est en train d'évoluer par rapport à une maladie, par exemple, vous injectez l'information dans le cloud et vous récoltez, parce qu'il y a des logiciels qui sont en train de travailler avec des ordinateurs énormes à grande vitesse et qui peuvent gérer ça. C'est le seul moyen qu'on a trouvé aujourd'hui pour s'en sortir, parce que il y a tellement de données. Donc le traitement de données précisément, par exemple, en ce qui concerne les météosats, les données sont acquises par la facilité installée chez EUMETSAT, et ces données sont traitées sur place au niveau de EUMETSAT. Certaines données vont directement sur des produits, par exemple les vecteurs vent, la température, etc. Mais il y a aussi le ECMWF qui est en Angleterre, qui est tout simplement le centre européen pour tout ce qui est météorologie à court terme. Et donc eux, là-bas, ils ont aussi des produits qu'ils sortent. Et tout ça est distribué à tous les agences de météorologie de chaque pays. Par exemple, Météo France, Met Office UK, les Allemands, etc., tous les pays. Et là, les produits finaux sont extraits. Et tout ça, ça va très, très, très rapidement avec des ordinateurs super, super puissants. Je peux peut-être rajouter quelque chose aussi. Je pense qu'il y a une dimension aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que, alors, effectivement, s'agissant des satellites météorologiques, que ce soit les satellites Météosat en orbite géostationnaire ou les satellites METOP en orbite basse, ce sont des satellites extrêmement performants, alors qui servent à faire la prévision numérique du temps, mais qui ont également un rôle essentiel à jouer dans la recherche. Et ce sont également donc des données qui sont distribuées à la communauté de recherche. En France, on a mis en place toute une organisation pour permettre aussi aux scientifiques de bénéficier de ces données pour faire de la recherche. Je pense notamment à l'instrument YASI, qui est un instrument de sondage dans l'infrarouge thermique, sondage atmosphérique dans l'infrarouge thermique, qui est un instrument qui mesure la température et l'humidité dans l'atmosphère, qui est extrêmement précieux pour les prévisions numériques du temps. Il a le même impact que celui qui a été évoqué tout à l'heure. On est sur le même type d'impact pour améliorer les prévisions météo. Et puis également cet instrument, alors qui lui comporte quasiment 9000 bandes spectrales, il est aussi capable de mesurer la composition chimique de l'atmosphère. Et donc ça permet notamment d'avoir la composition en monoxyde de carbone, en dioxyde de carbone, en méthane. Donc là, on va aussi toucher des thématiques liées à l'étude du changement climatique avec le suivi des gaz à effet de serre. Il fait également l'ammoniac. Enfin, il mesure une quantité d'espèces extrêmement intéressante, importante. Et ces données sont également extrêmement utiles à la communauté scientifique pour faire des recherches, et notamment des recherches sur le changement climatique. Là justement, là c'est une question qui vient de me venir à l'instant. C'est pareil, aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, c'est avéré. Nous respirons en permanence des microparticules de plastique qui a beaucoup de mal justement à
à se déliter dans l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, on le trouve partout, que ce soit au sommet de l'Himalaya, que ce soit dans le sang, que ce soit dans l'eau. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vos outils permettent également de pouvoir capter la concentration de ces polluants qu'on ne peut pas qualifier de gaz, mais qui font partie quand même de la composition de l'atmosphère. Alors on a effectivement des satellites qui sont également capables de mesurer ce qu'on appelle les aérosols, donc qui sont ces particules très fines dans l'atmosphère. C'est le cas notamment d'un satellite que le CNES a réalisé avec la NASA, avec l'agence spatiale, enfin tout le monde connaît la NASA, aux États-Unis. Oui, en général, c'est très connu. Et donc là, on a effectivement, grâce à des instruments LIDAR, notamment la possibilité de mesurer ces aérosols dans l'atmosphère, donc les particules fines. Et donc, on dispose de beaucoup de capteurs pour étudier non seulement les gaz, mais également les polluants. Très bien. Et je rajouterais qu'il y a des études en place, certainement au CNES aussi, mais je ne suis pas certain, mais qui sont en train de se mettre en place pour aussi observer au niveau de la mer si on peut en fait les capturer, parce qu'il y a des gens qui commencent à penser on peut aller nettoyer la mer, etc. Donc des études sont en cours en ce moment pour voir si on peut faire des satellites pour localiser tous ces plastiques-là. Oui, c'est un beau sujet d'ailleurs de physique, puisqu'il y a la question de est-ce qu'on est effectivement capable de les voir depuis l'espace. Ces particules de plastique flottent un peu entre deux eaux. Donc, est-ce que ça est capable de modifier la façon dont la mer réfléchit la lumière? Donc ça, c'est encore des sujets de recherche. On n'est pas du tout dans l'opérationnel. Là, c'est vraiment encore un peu balbutiant, on va dire. Mais c'est une thématique, effectivement, extrêmement importante, puisque, effectivement, si on était capable de bien localiser ces pollutions par les plastiques dans les océans, ça permettrait d'aller peut-être pouvoir nettoyer les zones concernées. Alors, par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est, une fois qu'on a localisé une zone... Alors, vous savez, il y a le 7e continent, le continent plastique. Une fois qu'on a localisé cette zone, grâce à toutes les mesures qu'on a sur les océans, et notamment grâce aux satellites, on est capable de prévoir le déplacement de ces zones, d'ailleurs de pollution en général. C'est vrai aussi quand on a un dégazage d'un bateau en mer, on est capable aussi de prévoir le déplacement des nappes de pétrole qui sont ainsi relâchées dans les océans, malheureusement. Et donc, ça, c'est grâce à la fois à la combinaison des mesures depuis l'espace. Je mentionnais tout à l'heure l'altimétrie. Les satellites d'altimétrie permettent de faire une sorte de météo des océans en prédisant à la fois l'état de la mer, les courants, la hauteur de la mer, la température de la mer, etc. Grâce à toutes ces données, on est capable de faire des prévisions de l'état de la mer à 14 jours. C'est ce que fait Mercator Océan, qui a été créé en 1995, je crois, après le lancement du satellite Topex Poséidon en 92, satellite CNES-NASA. Et Mercator Océan est même devenu maintenant le délégataire pour faire ça au niveau des services Copernicus. Donc on a été précurseurs, et maintenant tout ça rentre dans le domaine opérationnel, et c'est extrêmement utile pour tous les gens qui travaillent ou qui vivent en mer. Oui, et justement, cette innovation spatiale aussi, donc, comme vous l'avez très bien décrit, permet aussi donc, de faire ce qu'on appelle du surfacing, c'est-à-dire de déterminer la topographie sous-marine en fait. La question que je me pose, et que je vous poserai aussi à vous qui vous occupez plus des stations météo, c'est la notion de sécheresse, parce qu'il y a les plastiques d'un côté, c'est un fléau, on ne va pas se mentir, mais il y a aussi cette problématique de l'eau qui va devenir de plus en plus préoccupante dans les années à venir. Donc quid de la sécheresse? Est-ce que nous pouvons, là aussi à l'heure actuelle, la prévoir et l'anticiper à partir de l'observation, donc qu'elle soit locale ou qu'elle soit spatiale? Je vais commencer donc par vous, Laurent. Alors, oui, les sécheresses... il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les sécheresses, notamment en fonction des situations, en fonction des régions du monde, suivant si on est en zone de Niña ou de Niño par exemple. Il y a des choses comme ça qui peuvent faire que les précipitations vont être concentrées plus sur un secteur du monde, et inversement. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Il y a aussi les centres d'action, la mobilité des centres d'action, les situations de blocage. C'est ce qu'on vit en France en ce moment. Oui. Donc ça,
voilà, on peut le mesurer, disons, sur de la grande échelle. Et là, peut-être les visions satellites, etc., les mesures qui sont faites par les satellites sur toutes les hauteurs de l'atmosphère, donc vont pouvoir donner cette indication générale. Mais ensuite, derrière, effectivement, au plus près du sol, c'est les stations météo qui vont prendre le relais pour mesurer, pour quantifier exactement avec précision et à l'endroit où elles sont, ces quantités de précipitations qui vont caractériser les sécheresses. Du coup, si on en reste vraiment purement aux stations météo, ce qu'il faut savoir, c'est que la station météo va simplement pouvoir mesurer et constater à partir des mesures de pluviométrie notamment, et potentiellement à partir du calcul de l'évapotranspiration, un stress hydrique ou en tout cas un état du déficit ou de l'excédent de pluviométrie par rapport aux années précédentes ou par rapport à une saison. Donc les stations météo vont vraiment servir pour ça. Et dans le domaine notamment de l'agriculture, ça va pouvoir être utile pour irriguer, ne pas irriguer, en fonction aussi des interdictions ou pas d'irrigation. Les stations météo sont vraiment là pour observer, constater. Oui, alors dans le domaine de l'espace, on a plusieurs types de mesures qui peuvent être utiles pour ces questions d'hydrologie. Alors on a dans le domaine de l'altimétrie, on a progressé, hein, on a les premiers satellites d'altimétrie, et c'est toujours le cas d'ailleurs, font en fait une mesure sous la trace du satellite. Et donc ils vont avoir une sorte de mesure linéaire en fait. Grâce au progrès qu'on a fait en instrumentation, on va avoir le lancement à la fin de l'année du satellite SWOT, qui est une mission développée conjointement par le CNES et la NASA, qui est une mission, donc, ce qu'on appelle altimétrie large fauché. Large fauché, ça veut dire qu'en fait, on va faire une cartographie 3 dimensions de la surface des océans, avec beaucoup plus de précision, donc on est capable de le faire au jour d'aujourd'hui avec les altimètres classiques. Et donc ça va apporter d'une part des connaissances supplémentaires sur l'océan à des échelles plus fines, mais ça va permettre aussi de mesurer le niveau des grands fleuves et des grands lacs. Et donc là, on rejoint typiquement la thématique aussi de la ressource en eau douce et de l'impact éventuel des sécheresses sur cette ressource d'eau douce de surface. Et puis, on a également un autre type de capteur, alors également dans l'infrarouge thermique, mais qui là, va plutôt s'intéresser à ce qui se passe à la surface, au sol. Et donc là, effectivement, c'est notamment ce qu'on fait dans le cadre du projet Trishna que le CNES développe avec l'Inde. Qui va donc s'intéresser plus à la réaction de la végétation à ces phénomènes de sécheresse, en mesurant notamment l'évapotranspiration, et permettre aussi d'anticiper le stress hydrique des plantes afin d'aller arroser là où c'est vraiment nécessaire. Donc on rejoint aussi ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire comment les satellites peuvent aider aussi les agriculteurs à intervenir, à venir irriguer, arroser là où c'est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est déjà mis en place, par exemple, ou déjà anticipé, parce que maintenant c'est pareil, les étés vont devenir donc de plus en plus chauds, de plus en plus secs, donc des départs d'incendies spontanés, comme on a pu tragiquement le voir par exemple l'année précédente, ne serait-ce qu'en Grèce, ne serait-ce qu'en Australie, ne serait-ce aussi qu'aux États-Unis. Donc quid de ces pays qui dépérissent en fait l'été et où d'ailleurs l'été n'est plus du tout une source de bonheur et de plaisir, mais une source pour le coup d'angoisse. Oui, absolument. Donc effectivement, là, les capteurs permettent de voir les endroits à risque, si je puis dire, hein. Après, bon, évidemment, il faut, ça peut pas forcément prévoir, voir l'étincelle qui va allumer un feu, hein, évidemment. Mais on peut suivre le développement, en particulier lorsque les feux prennent des ampleurs très importantes. On peut suivre, bien sûr, le développement de ces incendies, aussi, bien sûr, en combinant avec des données météo, hein. Les vents vont avoir évidemment un rôle extrêmement important, hein, dans la façon dont ces incendies vont se propager. Donc là, on a là aussi, grâce aux satellites, on peut aider. Alors ça reste compliqué, hein, parce que ce sont des choses aussi, je dirais, soumises à un certain nombre d'aléas, l'activité humaine. Bon, parfois c'est des actes, c'est des accidents, mais parfois c'est aussi des actes intentionnels. Enfin, voilà, donc c'est très complexe, hein, à suivre. Oui, oui. En ce moment, tous les satellites météorologiques de l'ESA sont capables de détecter ces feux et peut-être même avec certaines mesures pouvoir détecter les endroits les plus fragiles et puis
informer les décideurs de faire quelque chose là-dessus. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et maintenant, avec le programme Copernicus, mais aussi avec les satellites qu'on développe au niveau de l'ESA, par exemple Flex, pour la fluorescence. Et puis, il y a Biomasse qui arrive, c'est pour la foresterie, pour mesurer tout ce qui est déforestation et comment on peut faire ce qu'on appelle le carbon print, n'est-ce pas? Et donc ces satellites vont venir, mais déjà sur Météosat, parce que je voulais le préciser quand même, sur l'amélioration de tout à l'heure, là, que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous avons mis aussi un détecteur d'éclairs. Pourquoi un détecteur d'éclairs? Tout simplement parce que nous avons remarqué qu'il y a une corrélation dans ce qu'on appelle, pour les météorologues, ils le savent, une convection. Quand une convection commence à se faire, les éclairs, c'est là, des petits éclairs qui apparaissent, là, c'est ceux-là qu'on veut capturer, parce que les gros éclairs, c'est plus le show, quoi. Donc, notre instrument à bord est capable vraiment de capturer ces petits éclairs-là, et ça annonce la préparation des convections. Et puis avec le semblable DIASI, qui est le sondeur infrarouge qui sera à bord, plus le Sentinel-4 qui sera à bord aussi sur MTG, le satellite MTG-S qui est le sondeur, va encore améliorer plus la météorologie à court terme en géostationnaire, et en complémentarité avec METOP ou IASI et ASI, ça va faire vraiment une amélioration importante qu'on apportera avec ça. Je remarque qu'il est déjà 13h24. Ça passe vite, c'est passionnant. Donc justement, nous allons bientôt devoir clôturer le débat avant, évidemment, la circulation du micro pour les questions. J'aimerais donc conclure cette thématique tout simplement en vous posant à chacun d'entre vous la question: si vous deviez faire un lien entre les stations météo et le spatial, eh bien, lequel serait-il? Alors déjà, on peut constater l'énorme différence d'échelle entre l'imagerie satellite et les stations météo. L'imagerie satellite, on est capable d'estimer, mesurer sur du 3D, sur l'atmosphère entière, alors qu'avec une station météo, on mesure un point précis à la surface de la Terre, à 2 mètres de sol ou 10 mètres pour l'anémomètre. Malgré tout, c'est des données complémentaires, notamment pour la modélisation à la fois en météorologie ou en climat. Les deux sont liés. L'ensemble des données, que ce soit au sol ou satellitaire, sont assimilées dans les différents modèles, servent aux analyses, aux réanalyses, aux reconstitutions du climat. Donc, je dirais que c'est un lien indispensable entre les deux, malgré les différences d'échelle. Moi, je vais peut-être faire un petit clin d'œil. C'est contrairement à la station météo, le satellite, on ne peut pas aller le réparer ou, ou intervenir dessus une fois qu'il est en orbite. Donc c'est pourquoi les ingénieurs font beaucoup d'essais, de tests avant les lancements. Hein. Je pense que notre collègue de l'ESA connaît ça par cœur aussi. Et donc voilà, on est vraiment obligé. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi, quelque part. Hein, avant le lancement, il faut tout vérifier. Et une fois qu'il est en orbite, alors on peut agir un petit peu, faire des corrections sur les logiciels. Mais c'est guère la seule chose qu'on est capable de faire, évidemment, dans ce contexte-là. Oui, et je rajouterai, par rapport à ce qu'il a dit, c'est que cette station, on peut la compléter avec juste une antenne. Chez EmetCast, on peut récupérer les données produits localement, donc géolocalisées à l'endroit où vous travaillez. Si vous avez, par exemple, vous êtes un agriculteur, vous avez votre station, vous pouvez avoir cette antenne qui permet d'avoir les produits venant des satellites, et cette complémentarité va faire des modèles beaucoup plus précis. Voilà. Laurent ?
Ouais, ben je vais pas être original, je vais dire que c'est effectivement la complémentarité, comme on l'exprimait, la complémentarité dans ces deux dimensions, oui, dans la dimension de l'observation spatiale où le satellite est primordial et où il y a des milliers, des milliards de données, et puis ces stations au sol qui elles, donc sont caractéristiques d'une zone qui est bien plus restreinte. Mais c'est effectivement la complémentarité et là, le sujet de SMITEP, donc c'est l'observation, mais si on allait au-delà sur de la prévision, cette complémentarité, c'est indispensable pour la prévision. Et même aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, l'échange, c'est extrêmement important. On l'a vu au cours de cette heure, que ce soit l'échange avec les différents opérateurs de satellites, les différents organismes de météo. Enfin, plus il y aura d'informations partagées, mieux ça sera pour la prévision météo. Et aujourd'hui, à la limite, presque, la difficulté qu'on va avoir en prévision météo, c'est la puissance des ordinateurs. Parce que les données, on les a. Seulement, il faut avoir des ordinateurs qui soient extrêmement puissants. Parce que si vous délivrez un résultat au bout de 6 heures, au bout de 6 heures ou de 18 heures, l'utilité est limitée, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Il y a la complémentarité, l'addition de toutes ces informations. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve à une certaine limite. C'est que derrière, il faut avoir les ordinateurs qui soient suffisamment puissants. Malgré qu'aujourd'hui, ils gèrent des milliards d'opérations par seconde. Mais voilà, c'est pas suffisant. Eh bien, je vous remercie tous les quatre pour ce débat très enrichissant. Merci de nous avoir fait le plaisir de votre présence. Est-ce qu'avant qu'on puisse passer à la prévision, donc c'est pareil, là on va sans doute parler de la modélisation, ça c'est pas mon cœur de domaine. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour, Brice Mvoie, responsable du service météo port autonome de Kribi au Cameroun. Donc c'est avec un plaisir que nous participons avec la deuxième édition. La dernière c'était en 2019, je pense. L'exposé nous a enrichi énormément, mais il a aussi suscité beaucoup de questions. Je vais les résumer en une seule. Actuellement, nous recevons des prévisions météorologiques issues des traitements satellitaires, EUMETSAT notamment, pour plus de fiabilité, parce que là, nous sommes sur l'océan et nous parlons de la navigation, protection des navigateurs, et pour éviter des pertes économiques lourdes, comme nous pouvons l'imaginer. Nous avons installé une station météo à terre pour pouvoir faire des observations, des amendements de la prévision. Donc, il nous arrive pas mal d'avoir des données disparates entre les deux systèmes, notamment sur les vitesses de vent. Et même, nous avons traversé une longue période où nous ne recevions pas de données venant de cette station. C'est-à-dire, nous avons une tablette comme celle-ci où nous avions des données. Et là, nous ne savions pas si c'est un problème de capteur ou autre, ou d'étalonnage. La question est de savoir en cas de dysfonctionnement, lorsque nous n'avons vraiment pas de données qui vont dans le même sens entre ce que nous recevons des satellites et de la station, que faire? Et la deuxième question est de savoir, est-ce qu'il y a des normes en matière de placement, d'endroit où placer une station? Là, nous sommes sur un port qui donne sur l'océan Atlantique. Quelle serait la meilleure manière d'installer ce type de station pour pouvoir avoir plus de données fiables et ainsi avoir des données qui convergent pour pouvoir mieux faire l'amendement de la prévision, parce que nous faisons beaucoup de prévisions et nous avions procédé à l'acquisition de la station pour pouvoir faire de l'amendement, donc de la validation en quelque sorte des prévisions que nous recevons. Je vous remercie encore. Alors je peux peut-être répondre à deux des questions. Pour commencer sur le problème de données d'observation météo. Le tout est de savoir de votre côté si c'est un problème effectivement de capteur, si le problème est sur un capteur ou plusieurs, si c'est un problème d'acquisition de données au niveau de la centrale d'acquisition, ou si c'est sur la suite de la chaîne, un problème de transmission, soit sur vos réseaux internet, réseaux locaux, etc. Donc ça reste à voir. Ensuite, pour combler ce problème, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la densité du réseau et du partage.
ce qui peut être fait dans ce cas-là, c'est d'estimer, combler les trous, on va dire, à partir des stations météo les plus proches. Donc plus on a des stations météo, plus on va pouvoir estimer les valeurs que vous auriez pu avoir à un moment donné. Ça peut être aussi en plus estimé donc à partir des stations météo, mais aussi à partir d'analyses de modèles météo ou des modèles dits de méso-échelle sur les premières échéances. Donc il y a des outils qui peuvent être mis en place pour vous aider en tout cas à avoir une série de données complète. Mais le premier travail à faire est de savoir à quel moment et pourquoi vous n'avez pas une série de données complètes sur votre station météo. La deuxième question par rapport aux normes d'installation de la station météo. Donc il faut savoir qu'il y a des normes qui sont proposées par l'Organisme mondial de la météorologie. Donc je vous invite à vous y référer. Pour le vent, par exemple, c'est une mesure à 10 mètres. Les obstacles autour de l'anémomètre doivent être, par exemple, à 10 fois leur hauteur. Voilà, il y a un certain nombre de règles à respecter au maximum. Bien sûr, ce n'est pas possible dans tous les cas. Et si ce n'est pas possible, dans tous les cas, dans ces normes d'installation, il y a une classification qui est faite de 1 à 5. Vous pouvez du coup la classer et estimer du coup l'incertitude sur les mesures par rapport à l'environnement. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de métadonnées à enrichir autour de vos points d'installation pour permettre aux utilisateurs ensuite de connaître les potentielles incertitudes ou problèmes sur votre installation, votre station météo. Très bien, pour ne pas mettre en retard la suite donc du débat, est-ce que vous avez éventuellement encore une, voire deux questions, mais que l'on tentera de répondre rapidement? Sur la question de la durée de vie des satellites, vous nous avez rassuré sur la politique européenne. Quid des Chinois, des Russes, des Américains? Ben oui, alors effectivement. Mais il y a quand même une prise de conscience internationale de l'importance de ce sujet. Je veux dire, c'est dans l'intérêt de personne de générer des dizaines de milliers de débris supplémentaires autour de la Terre. Donc, c'est des choses qui se discutent au sein des instances des Nations Unies. Ça évolue pas forcément très très vite. Mais il y a quand même des réflexions internationales aussi qui sont en cours. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que chaque pays se dote d'une loi équivalente à la loi française, en fait, clairement. Et donc, on fait de la promotion de notre loi en montrant que cette loi, elle constitue un équilibre entre la protection de l'environnement, des personnes, et la possibilité de quand même entreprendre dans l'espace. Voilà, on est sur un fil, là. Il faut effectivement pouvoir continuer quand même à utiliser l'espace pour faire de la météo, pour faire des télécommunications, pour faire de l'observation. Et en même temps, voilà, il faut quand même être précautionneux de ce qu'on fait. Donc voilà, idéalement, ce serait que... Alors, on n'est pas du tout au stade d'une loi internationale. Je pense qu'on en est assez loin. Mais par contre, nous, à l'échelle européenne, grâce aussi à l'ESA, qui est également respectueux de cette loi, on fait la promotion de ce genre de comportement responsable et durable de l'espace pour faire en sorte que d'autres adoptent ce type de comportement. Est-ce qu'avant qu'on se quitte dans la joie, dans la bonne humeur et surtout le cœur gonflé d'espérance, d'espoir et d'optimisme, est-ce qu'il y a une dernière question? Elle est pour vous, adjugé vendu. Oui, bonjour à tous. C'était parce qu'on a parlé des satellites et comme le Soleil est un de nos satellites naturels, où en est la science sur le Soleil, justement, les éruptions solaires? En ce moment, on a Solar Orbiter qui est lancé seulement il y a 1 an, quelque chose de ce genre-là, et qui a commencé à faire les observations. Et on peut même trouver sur Internet déjà les résultats de ce qu'on voit. Et c'est impressionnant. En tout cas, tout ce qui est tempête, par exemple pour nos satellites et même pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la quantité de matériaux éjectés ou de particules chargées, des électrons, des protons, des rayons X, rayons gamma, etc., qui sont projetés. Nous pouvons les mesurer beaucoup plus correctement et tous nos satellites, nos nouveaux satellites sont équipés aussi de senseurs de mesure
des tempêtes du soleil. Donc, c'est en train d'être fait. Voilà, donc peut-être qu'elle peut rajouter beaucoup plus de choses. Juste pour dire qu'effectivement, il y a aussi une thématique qui s'appelle la météorologie spatiale, qui est en fait, comme la météo, c'est donc la volonté de prévoir ce qui se passe, la relation entre le Soleil et la Terre, comment le Soleil vient perturber notre environnement, l'ionosphère, etc., ce qui peut avoir des impacts d'ailleurs sur les activités humaines et sur les satellites aussi d'ailleurs. Et donc c'est aussi un domaine qui est en train de monter. Et donc ça commence par la surveillance du soleil en effet. Je vous remercie beaucoup. Et puis maintenant c'est mon collègue Loïc qui va prendre la relève. Mon collègue Loïc de CNews sur la prévision météo.